Salut les pros, salut les curieux. Dans ma dernière vidéo, on a vu les 3 smileys qui sont présents pour indiquer le confort d'été dans le DPE. Et ben voilà, c'est pas suffisant. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir l'indice de surchauffe des bâtiments, qui est un indicateur qui a été développé par le CSTB. C'est parti. Depuis l'été 2025, il existe cet indicateur de surchauffe qui a été déployé sur 20 millions de bâtiments. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a dans le moteur de cet indicateur de surchauffe et nous allons voir ensemble les 14 critères qui le composent. Je suis Sébastien Pommier, AMO, thermicien et formateur. J'accompagne les professionnels à se vendre au juste prix sans complexe. Nous allons donc décortiquer ensemble les derniers indicateurs de façon à avoir une posture plus professionnelle. Alors, l'ISB, qu'est-ce que c'est? L'indicateur de surchauffe des bâtiments a été développé par le CSTB qui vient agréer un certain nombre de produits en plus de missions de recherche et met à disposition de la documentation pour les professionnels gratuitement et travaille sur les réglementations de demain. Cet indicateur a été développé spécifiquement pour répondre aux problématiques de surchauffe. Vous pouvez y accéder gratuitement via le site GoRénov. Alors cet indicateur, contrairement au DPE, c'est quelque chose qui a été très travaillé, très poussé. Du coup, il repose sur la RE 2020, même si l'indicateur est destiné à des bâtiments existants et plus particulièrement du résidentiel, c'est-à-dire des maisons ou des appartements. Cet indicateur repose donc sur le moteur Comet, étant le moteur de la RE 2020, et le principe de ce moteur de calcul est d'utiliser ce qu'on appelle les degrés heures. Alors les degrés heures, comment ça marche? Eh bien, on peut les utiliser aussi bien pour calculer le chaud et le froid, et le principe est le suivant. Si je veux calculer du chaud, dans ces cas-là, je dis j'ai une température de consigne à 19 degrés. Dès l'instant où j'ai une température extérieure de 18 degrés, alors dans ces cas-là, j'ai 1 degré d'écart. Si ce degré d'écart dure 1 heure, alors dans ces cas-là, ça fait 1 degré heure. Et du coup, on vient calculer sur la base des stations météo le nombre total de degrés heure sur une année de façon à pouvoir provisionner les consommations. Et maintenant, je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir d'une température de consigne pour une climatisation, par exemple. La température de consigne qui est utilisée est de 28 degrés. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la température extérieure est à 29 degrés, dans ces cas-là, ça me fait 1 degré heure. Si jamais la température extérieure est à 38 degrés, dans ces cas-là, si c'est pendant 1 heure, cela me fera 10 degrés heure. Et du coup, on vient additionner sur toute la période de chauffe et ça va nous permettre d'avoir le nombre exact de degrés heure à utiliser. L'ISB n'est pas calculé sur la base de 3 critères comme dans le DPE, où du coup on avait les 3 smileys, mais du coup, il est calculé sur la base d'une échelle graduée de 1 à 10. Maintenant que vous avez compris les degrés heure, nous allons parler du métamodèle. Le métamodèle est basé sur 2 milliards de simulations, émulées via l'intelligence artificielle sur la base de 350 000 simulations thermiques dynamiques. Et ces 2 milliards de simulations ont permis de définir ces 14 critères et du coup cette notation finale de 1 à 10. Nous allons voir maintenant les 4 grandes familles qui composent les 14 critères de cet indice de surchauffe des bâtiments. Dans la première famille, on voit la partie climat et aussi la partie site, c'est-à-dire la partie localisation. Donc dans le premier critère, on va parler du climat et de la localisation. Au niveau du climat, on va regarder, c'est un peu comme les degrés heure, mais ça s'appelle les DJU, donc degrés jour unifiés. Et en fait, les degrés jour unifiés, on va regarder la station météo la plus proche du lieu. Et du coup, par rapport à ça, on va faire le même calcul que pour les degrés heure, de façon à pouvoir définir si nous sommes dans une zone qui va monter très haut en température. Par exemple, il est évident que si je suis en région PACA, et bah du coup, j'aurai pas les mêmes températures en plein été que si je suis à Dunkerque. Deuxième sujet, on va aborder également le phénomène de ce qu'on appelle l'îlot de chaleur. Donc l'îlot de chaleur, c'est quoi? On est plutôt en zone urbaine, et en zone urbaine, en fait, les bitumes, les baies vitrées, l'absence de végétation
vont faire qu'on est dans un environnement qui est très très chaud. Et du coup, comme la ville emmagasine énormément de calories, c'est le principe de l'inertie qu'on avait vu dans une autre vidéo, et ben en fait on va emmagasiner, et de ce fait la nuit, la ville va avoir du mal à se décharger. Ce qui veut dire que les températures ressenties dans ces parties-là sont beaucoup plus élevées, puisque la nuit, la chaleur est conservée dans ces zones-là. Donc la ventilation nocturne n'aura peu ou pas d'effet sur le bâtiment, et du coup si la température ne redescend pas pendant la nuit, alors dans ces cas-là, ce phénomène est pris en compte dans l'indicateur de surchauffe du bâtiment. Famille numéro 2. Donc là, on va parler de la morphologie du bâtiment. Donc la morphologie du bâtiment, c'est quoi? C'est son année de construction, par exemple. Effectivement, les bâtiments anciens ont tendance à avoir des murs plus épais, et du coup, tout ça, ce sont des indicateurs qu'on peut collecter, et de ce fait, ça entre dans les indicateurs pris en compte pour calculer la surchauffe. L'année de construction est pris en compte, la hauteur du bâtiment, bien évidemment, la surface du bien, ainsi que le volume habitable. Dans la famille numéro 3, le premier critère qui va être pris en compte, ça va être les valeurs U, autrement dit la conductivité thermique des fenêtres, des planchers hauts ou la toiture et des murs. Bien évidemment, tout ça, ça a une forte incidence sur le confort d'été. C'est la raison pour laquelle on les retrouve dans les 14 critères. En plus de ça, évidemment, on va parler d'inertie. On en a déjà parlé, mais du coup, on va en reparler. À savoir, c'est collecté à partir du DPE. Si jamais il n'y a pas de DPE disponible, alors dans ces cas-là, on retombe sur les estimations de GoRénov. Du coup, ce sera à prendre avec des pincettes, puisque, bien évidemment, ce ne sont que des estimations. Pour finir, dans la dernière famille, nous allons retrouver des éléments qui proviennent également des DPE, à savoir les surfaces vitrées. Est-ce que j'ai beaucoup de surfaces vitrées au sud ou pas beaucoup de surfaces vitrées au sud? Est-ce que j'ai des volets ou des storban? Est-ce que le logement est traversant ou pas traversant? Tout ça, ce sont des éléments qui sont pris dans l'indicateur. Sont également pris en compte les masques solaires. Les masques solaires du DPE ne sont pas pris en compte dans les critères du DPE. Cependant, dans l'indice de surchauffe des bâtiments, ils sont directement intégrés. En fait, quand vous prenez un DPE, en fonction de la saisie, vous êtes capable de définir si l'indice de surchauffe du bâtiment est correct ou non. Pourquoi? Parce que cet indice va venir piocher des éléments complémentaires dans le DPE. Petit point sur les données d'entrée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme tout indice ou comme tout indicateur, on a besoin d'un maximum de données d'entrée pour le rendre plus fiable. Autrement dit, si vous constatez que vous avez le DPE en main, que vous voyez que ça correspond bien à la réalité, alors dans ces cas-là, sachez que l'indicateur du CSTB aura suffisamment de données. C'est tout à fait logique d'avoir une notation différente après que le diagnostiqueur soit passé. Pourquoi? Parce que le diagnostiqueur va permettre à l'État de récupérer ces éléments pour pouvoir calculer cet indicateur. Donc, soyez vigilants sur ces éléments-là et du coup, prévenez bien vos clients que après l'envoi du DPE à l'ADEME, cet indicateur peut être modifié. Alors, bien évidemment, cet indicateur, il a des limites. Pourquoi? Parce que 14 critères, c'est pas encore suffisant. La première limite, c'est l'occupation. On part du principe que l'occupant est un occupant exemplaire, qu'il va ouvrir les fenêtres la nuit, qu'il va fermer les volets la journée, et du coup, qui sera là tout le temps pour pouvoir avoir les bonnes pratiques qui vont permettre de décharger le bâtiment la nuit, par exemple, etc. Donc, dans cet indicateur, on part du principe que l'occupant est sachant, et de ce fait, c'est à vous, en tant que professionnel, de venir donner les bonnes pratiques d'usage, que ce soit au propriétaire ou à l'usager. Deuxième limite, on ne prend pas en compte la climatisation. Comme pour le DPE, la climatisation, on considère que c'est une consommation qui n'aurait pas lieu d'être puisque le bâtiment n'a pas été correctement conçu. C'est assez dur de dire ça, mais en vrai, un bâtiment bien conçu ne nécessite pas forcément de climatisation, même si c'est dur à entendre. Les brasseurs d'air ne sont également pas considérés, ainsi que la végétation, c'est-à-dire si vous avez des grands arbres devant votre appartement, votre maison, et que du coup ça contribue à faire un masque solaire, ou bien avec le vent qui passe dans les feuilles à vous refroidir,
ce n'est pas pris en compte dans cet indicateur. Et pour finir, les balcons ne sont pas pris en compte. C'est ce que dans le DPE, on appelle les masques solaires proches. Malheureusement, ce moteur de calcul ne permet pas de les intégrer. Petite anecdote et autre point de vigilance. Si vous êtes devant un logement collectif, j'ai un client qui était au 2e étage. Et du coup, il m'appelle en disant « j'ai regardé l'indicateur de surchauffe et du coup, l'indicateur de surchauffe est très mauvais. » Sauf que ce qu'il ignorait, c'est que cet immeuble, il avait 5 étages et que du coup, l'indicateur de surchauffe ne concerne que l'appartement du dernier étage. Donc attention avec ça. Bien évidemment, l'indicateur de surchauffe, il est plutôt conçu pour aller stresser les bâtiments qui sont sensibles à la surchauffe estivable et non pas les bâtiments qui sont dans les étages inférieurs. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble quelle méthode de calcul utiliser de façon à pouvoir répondre à la bonne problématique, à savoir la méthode 3CL pour le DPE ou l'audit réglementaire, d'une bonne vieille méthode THCEX, qui est plutôt la méthode des thermiciens, la simulation thermique dynamique ou la simulation énergétique dynamique. Nous étudierons ensemble les avantages, les inconvénients de chacune de ces méthodes et à quoi elles peuvent servir. À bientôt!